Au cœur des mystères les plus fascinants de notre monde se trouvent des rebondissements inattendus qui bouleversent toutes les théories possibles et toutes les réponses envisageables. Le moindre détail peut avoir assez de poids pour reconstruire tout le récit, soit en provoquant l'effondrement d'une hypothèse de travail, soit en offrant une réponse évidente cruellement dépourvue de preuves. Numéro 10. Antigua est la plus grande île de la nation caribéenne d'Antigua et Barbuda. La région est réputée pour ses plages de sable blanc et ses eaux attrayantes. Elle sert de centre tropical pour la voile et les sports nautiques et constitue le décor étrange des disparitions non résolues les plus mystérieuses qui hantent l'île. C'est sur l'île d'Antigua que plusieurs personnes ont disparu au cours des 3 dernières années. Sur les îles voisines, ceux qui disparaissent ne sont souvent retrouvés. Ils réapparaissent vivants ou sont retrouvés plus tard échoués. Les victimes d'Antigua ont disparu, nul ne sait ce qu'elles deviennent. Une habitante, Patricia Joseph, décrit cela comme une torture mentale. C'était sa mère, Hyacinth Gage, âgée de 74 ans, qui a disparu au cours de ces 3 années. Patricia est constamment à l'affût de l'imperméable orange vif distinctif que sa mère portait la dernière fois qu'elle a été vue. Entre 2024 et 2025, au moins une douzaine de cas très médiatisés ont été signalés. Les habitants de cette petite ville des Caraïbes ayant connu un sort similaire, disparaissant sans laisser de traces. Keon Richards a été vu pour la dernière fois à son travail au Sandals Grand, station balnéaire d'Antigua. Le véhicule d'Orton Davids a été retrouvé incendié et 3 pêcheurs barbadiens sont partis en mer. Les seuls vestiges de ce mystère étant des morceaux de leur bateau retrouvés sur le rivage. Malgré les vastes opérations de recherche menées dans bon nombre de ces affaires, les victimes demeurent introuvables sans qu'aucune trace ne soit retrouvée nulle part. Les spéculations vont bon train. Faute de réponse, les habitants n'avancent que des théories. La prétendue colère, affichée par la police d'Antigua, pousse beaucoup à se demander si ce service sous-payé manque de volonté pour enquêter, ou s'ils sont payés pour dissimuler quelque chose de plus sinistre, comme des activités de gang ou du trafic. Le commissaire de police par intérim d'Antigua, Everton Jeffers, a reconnu la performance médiocre de la police et qu'il y avait une marge d'amélioration. Il a également demandé au public de garder l'esprit ouvert quant à la raison du nombre élevé de disparitions, y compris la possibilité qu'un trafic d'organes opère dans les environs, bien qu'il n'y ait aucune preuve pour étayer cette suggestion. Selon un rapport du début de l'année 2025, le nombre de cas non résolus de personnes disparues à Antigua s'élève à près de 60, et il est sans aucun doute plus élevé aujourd'hui. Mais la particularité, c'est qu'Antigua ne compte que 100 000 habitants et que l'île ne fait que 108 miles carrés, soit à peu près la taille de Rosenberg, au Texas. C'est sur cette petite île qu'il constate un nombre disproportionné de disparitions en comparaison. Aucun de ses voisins ne semble avoir un taux aussi élevé de disparition. Numéro 9. C'était en 1874 lorsque les premières secousses ont été ressenties en Caroline du Nord. C'était au début du mois de février lorsque le sol a tremblé et que des grondements désincarnés ont émané de la direction de Bald Mountain, un sommet de 3020 pieds situé dans le bassin de la Broad River. Certains ont vu de la fumée et des vapeurs s'échapper de la terre et bientôt une panique immense, alimentée par la ferveur religieuse, s'est installée. Les habitants de Chimney Rock se sont mis à l'abri et ont fui pour sauver leur vie, croyant que la montagne était un volcan actif sur le point d'exploser. Aucun événement catastrophique de ce genre ne s'est produit. Aucune lave n'a jailli des fissures et aucune roche en fusion n'a été projetée de la bouche de cette montagne volcanique inexistante. Cependant, durant les 2 mois suivants, les grondements ont persisté et une atmosphère de réveil religieux et de fin du monde a envahi les comtés autour de Bald Mountain. La presse, attirée par le mystère grandissant, afflua dans la région et rapporta ce qu'elle décrivait comme un acte d'intervention divine ou une simple coïncidence. C'est 2 mois plus tôt que Posey Owensby, un fermier vivant du côté du comté de McDowell, sur Stone Mountain, un sommet situé à la frontière nord du comté de Rutherford, à quelques kilomètres au nord de Chimney Rock, en Caroline du Nord, s'est aventuré sur la montagne où il aurait organisé un réveil de 3 jours qui s'est achevé le 9 février. C'est ici que le prédicateur autoproclamé aurait supplié le Seigneur de déclencher une secousse sur la terre afin de forcer les pêcheurs autour de lui à prêter attention. Étrangement, c'est le lendemain que les secousses ont semé le chaos à travers les terres. Des secousses qui n'avaient jamais existé auparavant. Bovins, chevaux et cochons furent relâchés dans les bois et les habitants proches de la montagne pensaient qu'ils n'avaient plus que quelques jours à vivre.
Alors que la presse était venue se moquer de la ferveur religieuse, le géologue Warren Dupuy du collège Wilford a cherché à apaiser les esprits troublés. Accompagné d'un groupe d'étudiants, d'un ingénieur civil et d'un rédacteur de journal, il a parcouru la route de Hickory Nut Gap, a gravi et contourné les montagnes Bald et Stone, empruntant des routes et des chemins difficiles. L'équipe n'a trouvé aucune preuve d'un volcan actif, ni de fumée s'échappant, ni de morceaux de roche en fusion. Il n'y avait qu'une montagne, mais elle grondait encore. Après avoir déterminé qu'aucun dynamitage n'avait lieu pour ouvrir de nouvelles routes, les géologues ont conclu que les secousses devaient provenir de sous la montagne chauve. Il a suggéré que l'affaissement des cavernes et la nature de la chaîne de montagnes en étaient responsables. Des enquêteurs ultérieurs ont attribué les secousses à des chutes de pierre dans les grottes sous les montagnes. Malgré l'évaluation scientifique, le mystère persistait quant à la cause de l'apparition soudaine des grondements et à la façon dont cela était lié à la prière de Posey Owensby. Pendant 6 mois en 1874, le mont Rumbling Bald a continué de gronder. Finalement, les vibrations et fortes détonations se sont dissipées, mais de légers tremblements persistent parfois. Numéro 8. Situé dans le couloir près du hall d'entrée du laboratoire Clarendon, à l'université d'Oxford, en Angleterre, se trouve un mystère fascinant qui captive les experts depuis des générations. C'est ici que la cloche électrique d'Oxford a trouvé sa place, sonnant discrètement depuis un temps record. Cet appareil est plus qu'une curiosité scientifique, il est aussi un symbole d'endurance et de mystère. C'était l'un des premiers objets acquis par le physicien Robert Walker pour une collection d'appareils scientifiques. Le professeur a reconnu sa singularité et lui a assuré une place dans l'histoire à la fin des années 1800. La cloche électrique d'Oxford est une cloche électrique expérimentale composée d'une boule métallique suspendue qui se déplace d'avant en arrière entre deux petites cloches. Ce qui peut sembler être un appareil simple et banal est en réalité le centre d'un mystère étrange. La cloche électrique d'Oxford sonne depuis plus d'un siècle et personne ne sait comment. Depuis 1840, l'année de sa construction, elle a sonné plus de 10 milliards de fois. L'appareil fonctionne grâce à une pile dont la durée semble infinie. Les scientifiques ignorent sa composition et son fonctionnement, bien qu'elle fasse marcher la cloche toutes les demi-secondes, de façon inaudible, derrière 2 couches de verre. Au fil des décennies, la cloche est devenue un sujet de conversation emblématique, inspirant des générations d'étudiants et de chercheurs à réfléchir non seulement à son mécanisme, mais aussi aux limites plus larges de la compréhension humaine. Pour en percer les secrets, les experts devraient la démonter et comprendre son fonctionnement interne, mais personne ne veut l'arrêter de sonner et ils attendent donc désespérément qu'elle s'arrête d'elle-même. Nul ne sait quand ce jour viendra, ni combien de temps la pile tiendra. Surnommée la pile la plus durable du monde par le livre Guinness des records, l'appareil qui sonne ne montre absolument aucun signe d'épuisement pour l'instant. Ce que les experts ont pu déterminer, c'est que le marteau frappe l'une des cloches et que la pile libère une petite charge, le repoussant vers l'autre cloche. Le processus se répète toutes les demi-secondes, comme il le fait depuis 186 ans sans jamais manquer d'énergie. Les scientifiques n'ont pu que soupçonner et théoriser la composition de la pile. L'une des suggestions étant qu'elle pourrait être similaire aux piles de Zamboni, une des premières 2 piles électriques inventées en 1812. On suppose que la composition pourrait être faite de couches alternées de feuilles métalliques et de papier recouvert de dioxyde de manganèse, ce qui représenterait plusieurs milliers de couches. Il est également noté que la pile a été recouverte de soufre fondu qui sert d'isolant et protège les mécanismes internes des dommages causés par l'atmosphère. Les experts craignent que même ouvrir l'enveloppe en verre dans laquelle se trouve la cloche puisse l'endommager prématurément. Et c'est pourquoi ils l'ont laissée intacte, attendant de voir combien de temps elle durera. Numéro 7. La ville de San Francisco fait référence à un train transcontinental qui reliait Oakland, en Californie, à Chicago, dans l'Illinois. Il était exploité conjointement par 3 compagnies, dont la Southern Pacific Railroad. La ligne principale de la Southern Pacific suit la rivière Humboldt, emmenant le train de voyageurs à travers le canyon de Palisade, entre Beowawe et Palisade. Le paquebot à vapeur City of San Francisco a été lancé en juin 1936 et a attiré beaucoup d'attention grâce à ses caractéristiques ultra luxueuses, faisant de lui un train célèbre doté d'une puissance de pointe. Mais 3 ans après le début de sa carrière, une tragédie allait survenir. Nous étions le 12 août 1939 lorsque Ed Hickox prit précipitamment sa place dans la cabine de conduite du train.
Le voyage devait conduire ses passagers à Auckland, mais il a eu un retard de 30 minutes. Après avoir quitté la gare de Carlin, dans le Nevada, l'un des arrêts sur le trajet, Ed Hickox décida d'augmenter la vitesse afin de rattraper le temps perdu. La ville de San Francisco se trouvait maintenant à 2,4 km de Harney, une voie de garage ferroviaire située sur la ligne principale de la Southern Pacific, dans la section entre Beowawe et Palisade. À ce moment-là, Ed Hickox augmenta la vitesse à 145 km/h, ce qui signifiait que même s'il avait aperçu un danger devant lui, il n'aurait pas pu s'arrêter à temps. À 21h33 ce soir-là, le train a heurté une portion de rail qui était mal alignée. Après l'impact, la locomotive à vapeur a vite déraillé en franchissant le 4e pont sur la gorge de la rivière Humboldt. Un nuage de poussière et de fumée a signalé la catastrophe, mais de l'épave est sorti l'ingénieur. Par un véritable miracle, Hickox a survécu et il a couru le reste du chemin jusqu'à Harney pour trouver un téléphone. Il a appelé les services d'urgence et des volontaires de Beowawe et de Carlin se sont précipités sur les lieux. Les survivants ont reçu rapidement les premiers soins grâce aux trousses, mais ont dû attendre l'assemblage du train de secours. Ils ne quitteraient les lieux de la tragédie que le lendemain matin. 5 des wagons du train ont été déclarés irrécupérables à la suite de l'accident, y compris le café et la cuisine, la voiture-restaurant de 72 places, la voiture salon et buffet, ainsi que 2 wagons-lits nommés Twin Peaks et Chinatown. Les voies sont restées hors service plusieurs mois et des enquêtes approfondies ont été menées dans les jours suivants. Un rebondissement inattendu a révélé que le mauvais alignement était volontaire. Quelqu'un avait retiré tout un tronçon de rail, l'avait peint en marron et caché sous des broussailles. Des plongeurs allaient également trouver des outils dans la rivière Humboldt, révélant que la tragédie était un acte de sabotage qui avait nécessité 4 engins lourds. Déplacer les rails aurait pris 1 heure, et les démonter du reste de la voie aurait également demandé beaucoup de temps. À noter, 4 heures plus tôt, un autre train est passé dans la zone sans problème signalé. Les enquêteurs ont offert une récompense pour retrouver les saboteurs, menant à l'arrestation et l'interrogatoire de plusieurs vagabonds, alors que la police pensait que le responsable devait connaître le fonctionnement des chemins de fer. Les interrogatoires n'ont mené à aucune conclusion. Et curieusement, plusieurs années plus tard, en 1995, un autre train a déraillé en Arizona, et les enquêteurs ont trouvé d'étranges similitudes avec le drame du City of San Francisco. Les rails avaient été déplacés sur un pont avec un haut talus, exactement comme lors de l'événement de 1939. Numéro 6. Agissant comme un clin d'œil à la culture ovni, on retrouve le phénomène des hommes en noir. Selon la légende, ces mystérieux personnages apparaissent lors de pics d'activité des ovnis. Ces individus traquent les témoins et emploient des méthodes d'intimidation pour les faire taire. Les hommes en noir ont été décrits comme des entités pâles d'une raideur anormale, généralement vêtues de costumes noirs identiques et de lunettes de soleil. Ils possèdent une attitude non humaine qui laisse ceux qui les rencontrent naturellement troublés. Dans bon nombre de ces rencontres, les hommes en noir semblent avoir un objectif bien précis, allant droit au but. Lors de l'incident de Harold Dahl en 1947, le patrouilleur du port qui enquêtait sur un ovni près de l'île Maury a été directement menacé lors de sa visite. Et dans l'affaire Albert Bender et de l'IFSB de 1952, une visite des hommes en noir a entraîné la fermeture forcée de ses recherches sur les ovnis. Mais en 2016, les habitants du comté de Muscatine, dans le coin sud-est de l'État de l'Iowa, ont rapporté que la visite des hommes en noir était loin d'être claire. Et la raison de leur passage n'a jamais été déterminée. Plusieurs habitants de la région ont signalé des rencontres étranges avec des hommes en costume noir qui se comportaient bizarrement et les mettaient mal à l'aise. Un témoin, R.J. Strong, a affirmé avoir vu l'un de ces hommes marcher sur la route goudronnée en portant un manteau noir. Il ne faisait ni ne disait rien, marchant simplement le long de la route. Une femme a eu une rencontre similaire, ayant vu un individu seul en manteau noir marcher sur la route. Son fils était resté pétrifié lors d'un incident précédent impliquant les hommes en noir. Des rapports signalaient des hommes étranges au bord de la route, traversant parfois la circulation opposée pour des raisons inconnues. Plusieurs amis de Cassie Pemtiki lui ont parlé de l'incident qui s'est produit sur la route 22. Les incidents étaient si graves qu'ils ont été relayés aux informations. KWQC News 6 a rapporté que la police locale tente de faire la lumière sur le phénomène étrange où des hommes en noir traînent dans les rues la nuit. Le service a suggéré que, bien qu'aucun crime n'ait été commis ici, l'acte est plutôt dangereux et cela met logiquement les habitants sur les nerfs.
La police de Muscatine a reçu plusieurs signalements des mêmes individus sautant par-dessus des murs et traversant les jardins des propriétaires. Ces visites d'hommes en noir ont conduit le service à insister. Si quelqu'un en croise, il doit appeler le 911 immédiatement. D'après les rapports rendus publics, aucune des personnes ayant rencontré ces hommes ne leur a adressé la parole. Les visages pâles restent figés sur le bord des routes, marchant vers une destination inconnue et surgissant de façon imprévisible devant les voitures, des comportements qui vont à l'encontre de leur nature et de leur but habituel. Numéro 5. En 1966, un groupe de 4 villageois a visité un ancien cimetière dans l'ouest de la Turquie. C'est sur ces terres que reposait une série de tumulus lydiens datant du VIe siècle avant JC. Mais après avoir creusé plusieurs jours d'affilée, le groupe n'a pas réussi à percer la maçonnerie de marbre de la porte de la chambre funéraire de l'un des tombeaux. Alors, ils ont utilisé de la dynamite. La fouille archéologique illégale a mis au jour la tombe d'une noble lydienne et ses trésors. Les villageois furent les premiers à la voir après 2600 ans. Ils ont pris les objets en or et en argent de la tombe et en ont déterré des centaines d'autres dans les sépultures proches. À la fin des fouilles, ils avaient amassé 363 pièces qui allaient ensuite être sorties clandestinement de Turquie en plusieurs envois via Izmir et Amsterdam. 2000 pièces de la collection ont été vendues pour 1,2 million de dollars au Metropolitan Museum of Art, qui savait que les objets précieux avaient été volés. Les conséquences de leurs actes commencèrent à se manifester non seulement dans leur propre vie, mais aussi dans la façon dont les gens autour d'eux réagissaient. Beaucoup de personnes au village ont entendu des histoires sur ce qui s'était passé et ont commencé à discuter des événements à voix basse. Les villageois ont réfléchi aux risques qu'avaient pris les voleurs et ont vu comment les choses avaient changé pour les personnes impliquées. Certains villageois pensaient que le trésor n'avait causé que des ennuis. L'ambiance du village changea alors que les habitants se demandaient si la malédiction toucherait d'autres personnes liées aux artefacts. La richesse des villageois serait de courte durée. Peu de temps après le vol et la vente des précieux artefacts, ils furent frappés par le malheur. L'un des voleurs, affirma un villageois, perdit 3 de ses fils. Il fut ensuite impliqué dans un accident et resta paralysé par la suite. Un autre voleur a connu un divorce difficile qui l'a plongé dans le désespoir. L'un des hommes serait devenu fou et a commencé à dire aux gens qu'il avait caché 40 barils d'or. Un complice du braquage qui a vendu les artefacts à l'étranger aurait traversé des moments terribles non révélés et vécu une vie de souffrance. La malédiction ne toucha pas que les voleurs et contrebandiers, elle semblait aussi porter malheur à quiconque la manipulait. Un directeur de musée, reconnu coupable d'avoir vendu des trésors du musée pour rembourser des dettes de jeu, a lui aussi été frappé par le malheur qui s'est manifesté de nombreuses façons, y compris par une peine de prison de 13 ans. Les hommes qui avaient participé au vol ont essayé de reprendre une vie normale, mais un sentiment de malaise persistait. Les personnes informées ont commencé à percevoir le trésor autrement. Au lieu d'apporter la richesse, il était désormais vu comme un symbole de malheur. Les villageois ont continué à parler des événements pendant des années, après qu'ils se soient produits, utilisant l'histoire comme un avertissement pour les autres. La légende du trésor corrosif s'est renforcée, et la prudence qu'elle a engendrée est restée dans la communauté. L'impact de la découverte du trésor et le malheur qui suivit ont marqué la mémoire collective du village, influençant la perception des risques liés à ce passé troublant. Numéro 4. Le sous-marin israélien Dakar a été construit au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, en Grande-Bretagne, et a d'abord été mis en service sous le nom de HMS Totem en 1943. Après la guerre, le sous-marin a été modifié et a été officiellement lancé par Israël en 1967. Après que le Dakar a subi quelques tests près de l'Écosse, il était prêt pour un voyage vers Haïfa pour sa cérémonie officielle. À l'approche de Haïfa, les personnes à bord devaient signaler chaque jour la position du sous-marin au centre de commandement par radio. Pendant une grande partie de son voyage, le sous-marin est resté en contact avec Israël jusqu'au 24 janvier. Ce jour-là, le Dakar a dépassé l'île de Crète et a communiqué sa position par radio pour la dernière fois. Dans les jours suivants, d'importantes opérations de recherche et de sauvetage ont eu lieu. Des forces des États-Unis, de la Turquie, du Liban et de la Grèce ont tenté de retrouver le sous-marin disparu, mais ont abandonné 5 jours plus tard. K-129 était un sous-marin soviétique lanceur de missiles balistiques qui a été mis en service en 1960. Son port d'attache était Petropavlovsk-Kamtchatski et il faisait partie de la flotte du Pacifique soviétique. Le navire était équipé de missiles balistiques à ogive nucléaire et de torpilles à ogive nucléaire.
Son dernier déploiement et sa troisième patrouille opérationnelle sous le commandement du capitaine Vladimir Ivanovitch Kabzar furent tragiques. Avec 98 personnes à bord, le sous-marin partit pour une patrouille de dissuasion en temps de paix qui devait se dérouler de la fin février au début mai. En mars, les communications avec le navire cessèrent brusquement. Le Cassandre-29 avait disparu et malgré des recherches immédiates et approfondies, il ne fut pas retrouvé et fut officiellement déclaré perdu. Minerve, un sous-marin diesel électrique de la marine française, fut lancé en 1961 et faisait partie des 11 navires de la classe Daphné. Minerve était équipé de 12 tubes lance-torpilles, 8 à l'avant et 4 à l'arrière. Son équipage se composait de 45 personnes, dont 6 officiers. Tout l'équipage était à bord lorsque le navire a mystérieusement coulé en revenant à Toulon. Plusieurs navires ont été mobilisés pour rechercher la Minerve, y compris un submersible et un porte-avions, mais rien n'a été trouvé. Les recherches ont été abandonnées. L'USS Scorpion était un sous-marin d'attaque nucléaire de classe Skipjack, faisant partie d'une nouvelle génération de submersibles conçus pour une plus grande vitesse sous-marine. L'incroyablement rapide sous-marin était équipé de 6 tubes lance-torpilles et transportait des armes anti-surface ainsi que des armes anti-sous-marines. C'est grâce à sa vitesse et à sa précision que l'USS Scorpion était envoyé en mission d'espionnage de haute technologie. Il a été détourné de la mer Méditerranée pour intercepter un groupe naval soviétique situé près des îles Canaries. Mais le navire ne reviendrait jamais de cette mission, et il a été déclaré perdu, devenant ainsi l'un des mystères maritimes les plus connus de l'ère de la guerre froide. Cependant, ces 4 mystères totalement distincts ont une chose en commun. Les 4 ont disparu la même année, en 1968, dans 4 pays différents, à seulement quelques mois d'intervalle. Ces dernières années, toutes ces épaves de sous-marins ont été localisées sur le fond marin. Mais la cause de ces catastrophes ne peut être que théorisée et reste sujette à de nombreuses spéculations. Mais ces mystères allaient connaître un autre rebondissement inattendu. Curieusement, la CIA avait retrouvé le navire soviétique, coulé K-129, et grâce à une opération hautement classifiée, le projet Arizona, l'agence en a récupéré d'importantes parties à l'aide d'une énorme pince mécanique. La mission a coûté 800 millions de dollars à l'époque et a permis d'obtenir des renseignements précieux sur les codes navals soviétiques, la cryptographie et les torpilles nucléaires. À la suite de l'opération, seule la moitié du K-129 a pu être récupérée. L'implication de la CIA dans l'une de ces énigmes ouvre la porte à de nouvelles spéculations concernant les autres. Numéro 3. Patrick Leahy, un homme politique américain, a été élu sénateur des États-Unis en tant que démocrate en 1974. Il a représenté le Vermont de 1975 à 2023 et a été président pro tempore du Sénat de 2012 à 2015, puis de nouveau de 2021 à 2023. Après sa prise de fonction, il s'est fait une réputation de libéral et a dirigé la réforme de l'assurance maladie. Patrick Leahy a aussi fait progresser la législation sur la protection des données et de la propriété intellectuelle. En 2002, Patrick Leahy a regardé le discours du vice-président Dick Cheney à la Convention des anciens combattants des affaires étrangères. Son discours sur la guerre avec l'Irak, selon Patrick Leahy, visait davantage les médias pour influencer l'opinion publique en faveur du conflit, plutôt que de s'adresser aux anciens combattants ou promouvoir la démocratie. Il pensait que le gouvernement était devenu trop confiant après les événements de 2001. Le gouvernement semblait se précipiter de manière désordonnée vers une guerre sans prendre en compte les conséquences. À la recherche de la vérité sur les événements de cette année-là et sur la campagne chaotique lancée ensuite par le gouvernement américain pour obtenir le soutien à l'invasion de l'Irak, Leahy s'est plongé dans les documents classifiés et les rapports d'enquête de la CIA concernant l'Irak et Saddam Hussein. Il a découvert à travers ces rapports que Hussein s'intéressait aux armes de destruction massive, mais que cet intérêt n'était pas nouveau. Il s'y était intéressé pendant des décennies. Leahy était également sceptique quant aux affirmations selon lesquelles Hussein était lié à Al-Qaïda. Hussein, dictateur laïque, faisait face à Al-Qaïda, groupe extrémiste religieux opposé à des dirigeants comme lui. Par la suite, Leahy a conclu que le lien entre l'Irak et Al-Qaïda manquait de preuves solides. Il n'avait aucune preuve de menace imminente, contrairement aux affirmations du gouvernement. Par coïncidence, le dimanche suivant, Leahy et sa femme sont sortis faire une promenade matinale quand 2 joggeurs en forme les ont abordés. Le sénateur les avait remarqués plus tôt et ils suivaient le couple depuis un moment avant de les aborder. Les 2 personnes ne se sont pas présentées et ont demandé à Leahy son avis sur les briefings de renseignements qu'il recevait.
Sa femme, réalisant que cette conversation ne l'intéressait pas, s'est vite éloignée. Leahy a précisé que s'il assistait à des briefings classifiés, il ne pouvait ni le reconnaître ni en parler. Les deux joggers ont compris, mais lui ont demandé si les personnes qui lui faisaient ces briefings lui avaient montré le dossier 8 que le sénateur n'avait jamais vu ni entendu mentionner durant sa quête de réponse. Ils lui ont conseillé de poser la question. Il pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Leahy organisa rapidement une consultation du mystérieux dossier 8 qui contredisait la plupart de ce qu'il avait entendu sur l'administration Bush. Plus précisément, il s'agissait d'armes de destruction massive et allait à l'encontre des justifications de l'administration pour l'invasion de l'Irak. Par la suite, il a voté contre la guerre. Leahy n'a jamais su qui étaient ces joggers mystérieux et ne voulait pas le savoir. Certains se demandent s'il s'agissait d'agents voyous du FBI ou de la CIA qui ont choisi de communiquer par hasard avec Leahy, déjà sceptiques face aux affirmations du gouvernement sous le déguisement de joggers anonymes. On ignore aussi s'ils ont tenté de contacter d'autres sénateurs ou comment ils connaissaient le dossier 8 que Leahy ignorait lui-même. Numéro 2. Le 12 novembre 1936, un homme se présentant comme George G. Stein est entré dans une banque à Ripon, dans le Wisconsin. Il était là pour ouvrir un compte d'épargne de $120. Il n'a fourni aucun numéro de sécurité sociale et n'a pas laissé d'adresse de domicile. Il a simplement donné son nom au guichetier, qui n'a jamais été vérifié, a déposé ses fonds et est reparti. Le même homme, sous le même nom, est apparu dans des dizaines d'autres banques à travers le Midwest. À chaque fois, il ouvrait un compte bancaire dédié soit à l'épargne, soit au prêt. De 1936 à 1952, il ouvrait compte après compte, ce qui faisait 5 dans le Wisconsin, 3 dans l'Indiana, 2 dans le Minnesota, 1 dans l'Iowa et un autre dans l'Illinois. En 1952, le dernier des comptes Stein avait été ouvert, et après cela, plus personne n'a revu cet homme mystérieux, et plus aucun compte n'est apparu à son nom. George G. Stein avait disparu, et il avait laissé derrière lui $130 000 qui étaient restés non réclamés, répartis entre tous ses comptes bancaires. Un chercheur, Tom Baker, a essayé de percer le mystère, et il a commencé à examiner les comptes et a découvert, de façon assez étrange, qu'un seul d'entre eux avait une véritable adresse associée. L'un des comptes de l'Indiana indiquait 505 Washington Street comme adresse. C'est ici qu'une entreprise était en activité fabriquant des chapeaux, des gants et d'autres accessoires. La société avait employé un représentant itinérant nommé Ralph Barnett, qui semblait correspondre à la description générale de George G. Stein. Les points de vente de Barnett coïncidaient aussi avec les lieux où Stein avait été vu. Baker était convaincu que Stein et Barnett étaient la même personne, mais cela n'explique pas pourquoi le représentant itinérant aurait soudainement disparu, laissant les fonds intacts. Une autre chercheuse, Frances Stroll, a tenté de percer le mystère, et elle a découvert que Stein avait inscrit une adresse de retour sur l'un de ses dépôts, et cette fois-ci, cela remontait à un homme nommé Ed Fay. D'après les archives des journaux, Ed Fay était un criminel qui a braqué un bureau de banque à Superior, dans le Wisconsin, en 1903, et s'est enfui avec $15 000 en timbres et en espèces. Il a été arrêté peu de temps après, mais il s'est évadé de prison en 1904 et n'a jamais été revu. Skoll a découvert que les âges de Stein et de Fay correspondaient et il pense que le criminel a changé de nom pour dissimuler ses crimes, ce qui lui a permis d'accéder à son argent. Mais aucune preuve ne confirme que l'une ou l'autre de ces théories est correcte. Il semble que toutes les adresses fournies renvoyaient à des personnes différentes, exactement comme Stein le souhaitait. Banque 1903. Et $130 000 restent non réclamés à ce jour. Numéro 1. C'est en 1888 que le crime non résolu le plus célèbre a eu lieu. Cette année-là, entre août et novembre, une série d'homicides a ravagé le quartier de Whitechapel à Londres. Cette année-là, 5 homicides directement liés à un individu ont été documentés, bien qu'on soupçonne que l'agresseur inconnu soit responsable d'autres crimes non résolus qui ont eu lieu de 1888 à 1892. L'agresseur a été surnommé Jack l'Éventreur par le public. Et aujourd'hui, il reste au cœur d'un mystère alors que les autorités et les passionnés enquêtent et analysent chaque théorie possible. Un individu qui a figuré sur la liste des suspects en 1888 était un homme nommé Thomas Hayne Cutbush. Il était alors le principal suspect. Il est né en 1866 à Kennington, en Angleterre, à environ 5 km de Whitechapel. Il venait d'une famille bourgeoise respectable, mais son enfance était tout sauf heureuse. Lorsqu'il était encore jeune, son père a quitté la famille et s'est remarié en Nouvelle-Zélande. Il était enfant unique et sa mère ne s'est jamais remariée.
Sa mère et sa tante étaient très religieuses et souffraient de troubles neurologiques non divulgués. Thomas a manifesté très tôt de graves problèmes de comportement et a été renvoyé de son premier emploi à cause de cela. Dans son deuxième emploi, il aurait poussé son employeur dans un escalier. C'est alors qu'il a commencé à adopter un comportement inquiétant et extravagant. Pendant la journée, Thomas s'isolait chez lui et se plongeait dans la lecture de livres médicaux. La nuit, tandis que tous dormaient, il était à Whitechapel sautant les murs et troublant la paix. L'état de Thomas continuait de se détériorer au point qu'il croyait fermement que son médecin essayait de l'empoisonner. Il est devenu obsédé par le récit. Il a même engagé un des meilleurs avocats de Londres, mais cela l'a seulement mené à une autre conclusion extravagante. Le complot contre lui impliquait aussi la justice. C'est en 1888, alors qu'il avait 22 ans, que Thomas était devenu complètement fou, une descente aux enfers qui semblait coïncider avec le début des meurtres de Jack l'Éventreur. Ce n'était pas uniquement son comportement absurde qui amenait les autorités à croire qu'il était derrière les crimes. Sa description physique semblait correspondre aux descriptions figurant dans le dossier, de ses yeux bleus vifs jusqu'à sa lèvre. Cependant, la théorie que Thomas était l'Éventreur présente une faille. En 1891, il a été condamné pour 2 agressions distinctes qui ont eu lieu l'année précédente, et il a été arrêté et jugé. Il a été jugé responsable des crimes par un conseil médical qui l'a diagnostiqué psychotique. Il a ensuite été interné à l'hôpital Broadmoor, où il est resté jusqu'à son décès. L'année de son internement crée un écart de 2 ans entre le dernier meurtre attribué à Jack l'Éventreur et l'agression ayant conduit à l'internement de Thomas. Bien que l'accalmie de la violence entre 1888 et 1890 rende peu probable qu'il ait été l'Éventreur, cela ne l'écarte pas complètement de la liste des suspects. Surtout lorsqu'on prend en compte que Thomas était le petit-fils d'un surintendant de Scotland Yard, Charles Henry Cutbush, qui dirigeait la branche exécutive de Scotland Yard. Cela ouvre la porte à une possible conspiration policière pour étouffer l'affaire, ce qui lui aurait accordé l'anonymat et empêché une enquête adéquate. La relation entre la police et le principal suspect n'a été révélée qu'en 1894. Merci à tous de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Moi, c'est Top 5 Unknowns et on se retrouve dans la prochaine vidéo.